Du Nord. Bonjour Adrien Quatennens. Bonjour Léa Salamé. Merci d'être avec nous ce matin. En ces temps de pandémie, le débat politique est quasiment gelé. Les médecins ont table ouverte dans les médias. On les entend plus que les hommes et les femmes politiques. C'est vrai. C'est pas facile pour l'opposition d'exister, de se faire entendre en ce moment, non ? C'est sûr qu'on a ce sentiment que tout est gelé et que finalement la crise et sa gestion dominent tout le paysage. Alors c'est sûr que cette crise, elle charrie beaucoup de sujets qui sont des sujets éminemment politiques. On l'a vu, c'est une crise systémique qui révèle finalement qu'avoir préféré, par exemple, remettre aux Chinois la pleine capacité de produire les masques pour toute la planète, avoir refusé de renouveler les stocks, c'était un problème. Finalement, c'est une crise qui vient montrer la nécessité, non pas simplement de relancer la machine, comme on l'entend quand certains responsables politiques voudraient nous rassurer, mais d'en changer profondément. Cette crise, on peut le penser, est une forme peut-être même de répétition générale d'autres crises qui sont attendues. On pense par exemple aux effets du changement climatique et qui vont nécessiter notre pleine mobilisation. Donc oui, c'est sûr qu'imposer d'autres thèmes en ce moment, c'est un peu compliqué, mais il y a de quoi faire. Et il y a de quoi faire, il y a notamment un sujet politique qui est très important, le projet de loi confortant le respect des principes de la République qui est arrivé en commission à l'Assemblée nationale cette semaine. Il vise à lutter contre les séparatismes et notamment le séparatisme islamiste avec notamment une batterie de mesures pour renforcer le contrôle et le financement des associations, pour lutter contre la haine en ligne, contre la polygamie, les mariages forcés. En l'état, vous voterez contre, a dit Jean-Luc Mélenchon hier, contre cette loi. Pourquoi ? Je pense que La République en marche, le gouvernement est en train de se prendre les pieds dans le tapis avec cette loi contre le séparatisme devenue loi confortant les principes républicains. D'abord, dire une chose tout de suite, cette loi n'apporte strictement rien dans le combat nécessaire contre le terrorisme djihadiste. Rien ? Le terrorisme djihadiste se combat avec des moyens de police, des moyens de renseignement. Et il y a beaucoup de dispositions d'ailleurs législatives qui permettent déjà de le combattre, mais essentiellement des moyens dont nous manquons pour le faire. C'est une loi qui est une loi bavarde, d'affichage, qui souvent fait des choses que la loi fait déjà, et je le disais parce qu'on manque essentiellement de moyens, qui prétend maintenant conforter les principes républicains. Vous vous souvenez qu'Emmanuel Macron avait dit lui-même dans un de ses discours qu'il y avait un terreau social, je reprends ces mots, à l'obscurantisme finalement religieux. Mais bizarrement, on veut conforter les principes républicains, en tout cas c'est le titre du texte. Par contre, on ne peut pas parler du renforcement de nos services publics, de la mixité sociale, de l'école publique qu'il faut renforcer, parce que vous savez par exemple, Léa Salamé, qu'il y a 500 communes en France dans lesquelles il n'y a pas d'école publique. Eh bien, tous ces amendements que nous avons déposés pour jouer le jeu précisément de conforter les principes républicains ont été censurés. Mais donc, par exemple, pouvoir sanctionner plus rapidement ceux qui appellent au meurtre en ligne ou à la haine ou à sévir contre un professeur parce qu'il a enseigné les caricatures ou il a montré les caricatures aux enfants, sanctionner plus rapidement la haine en ligne, il ne faut pas le faire. Vous ne voterez pas ce point-là ? Mais il faut le faire, mais on n'a pas besoin de nouvelles lois pour cela, Léa Salamé. Regardez par exemple sur la haine en ligne. Vous savez peut-être qu'il y a un dispositif qui s'appelle Pharos, qui surveille justement la haine en ligne, les insultes, les menaces. Simplement, il y a une trentaine de fonctionnaires qui y travaillent. Il en faudrait plusieurs centaines compte tenu de la proportion que ça a pris. Donc il ne faudrait pas que derrière les intentions affichées du gouvernement à travers ce texte de lutter véritablement contre le terrorisme djihadiste ou même d'ailleurs contre des événements comme ce qui s'est passé avec l'assassinat de Samuel Paty, en réalité ce texte ne permet pas de le faire. C'est un texte d'affichage et qui plus est, je vous le dis, c'est un texte qui a même une relation aux religions qui est une relation anti-laïque, qui est à l'opposé de la loi de 1905 qui instaure une forme de relation concordataire avec les religions. Avec le fait, par exemple, c'est un peu technique, pardon, mais que les églises puissent disposer désormais des biens de rapport, c'est-à-dire en fait de moyens financiers qu'elles n'avaient pas à avoir jusqu'à présent. Donc, vous allez voir qu'ils vont... Il faut pas mieux contrôler le financement des associations, mais par évidemment exemple. qu'il le faut mieux, alors pourquoi vous ne voterez pas mieux pour contrôler. cette disposition ? Mais vous allez les voir écoles hors contrat, il ne faut pas les surveiller ? Mais il faut les surveiller, mais d'ailleurs aussi, et nous avons proposé qu'on le fasse, aussi celles qui sont sous contrat et le privé. Vous savez que le privé, par exemple, c'est 20% des recettes fiscales en France de dépenses. Ça nous coûte 20% des recettes de l'impôt en France, le privé. Donc, puisque le gouvernement prétend vouloir, a priori, conforter les principes républicains, avec la France insoumise, ils vont trouver pour le coup des gens qui sont des vrais laïcs et qui vont faire, on a fait des tas d'amendements qui vont véritablement renforcer la laïcité et conforter les principes républicains. Aucune des 50 mesures de ce texte, aucune ? Écoutez, il y a des mesures qu'on votera. Par exemple, vous parlez du renforcement des contrôles sur les financements étrangers, mais surtout ce que vous allez voir apparaître dans ce moment, c'est que ceux qu'on a taxés longtemps d'ambiguïté sur la laïcité, nous autres, les insoumis, bien vous allez voir en fait l'effet se retourner. Et j'espère que vous interrogerez du coup les vrais ambigus. Parce que par exemple, Léa Salamé, écoutez, par exemple, regardez, vous allez en voir qui vont défendre par exemple le concordat d'Alsace-Moselle. Si on veut défendre la laïcité, la loi laïque par excellence, on est bien d'accord, c'est la loi de 1905. Est-ce qu'on est d'accord, oui ou non, pour qu'elle s'applique sur tout le territoire de la République ? Est-ce qu'on est d'accord pour dire qu'il faut des écoles publiques partout dans toutes les communes ? Voilà autant de choses dont on ne peut pas discuter. Et le gouvernement
gouvernement qui dit on ne parle pas des signes religieux, regardez un peu les débats de cette commission spéciale. Depuis 2 jours, derrière l'affichage qui consiste à dire on ne parle pas des signes religieux, on ne parle pas du voile, on ne parle que de cela. Parce que bien évidemment, l'amendement déposé par c'est la surenchère, c'est les bagarres internes entre la République en marche et les Républicains, c'est une pantalonnade, voilà. Mais je le dis, puisqu'il s'agit de renforcer la laïcité et les principes républicains, vous nous trouverez au rendez-vous. Adrien Quatennens, à l'Assemblée nationale toujours, vous allez devoir voter cet après-midi pour prolonger l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 1er juin, suivi d'un régime transitoire jusqu'au 1er octobre. C'est ce que demande le gouvernement pour agir rapidement contre l'épidémie. Vous y êtes favorable ? Non, nous voterons contre pour la raison que depuis le début de la gestion de cette crise, nous faisons des tas de propositions. Depuis le mois de mars, je crois que c'est 11 propositions de loi, un plan de déconfinement complet que nous leur avons proposé, un plan d'alternative au confinement. Ils n'en font rien. Ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que la bonne stratégie, c'est à la fois la stratégie vaccinale combinée à une stratégie thérapeutique. On parle trop peu du médicament de mon point de vue. Et on a vu par exemple que la recherche publique, le financement ne se fait même plus publiquement pour la recherche, notamment pour le traitement de l'Institut Pasteur de Lille qui est en train de travailler dessus. C'est LVMH qui a dû financer. Mais à côté de ça, surtout, nous disons qu'il faut maintenant des alternatives au confinement. On le voit bien, la France va pas pouvoir vivre durablement au rythme des confinements, des déconfinements et des reconfinements. Et là, on parle d'un 3e reconfinement. C'est un problème. On a sans doute un virus, et personne ne nie la gravité de l'épidémie, mais on a sans doute un virus qui s'est installé durablement. On va devoir travailler à des alternatives au confinement avant la pause, la trêve des confiseurs. Vous êtes pour rouvrir les restaurants, rouvrir les musées, les cinémas. Nous, ce que nous disons, c'est qu'il faut... Malgré l'arrivée du variant anglais, du variant sud-africain. Ce que nous disons, c'est qu'il faut des alternatives au confinement, c'est-à-dire des moyens de limiter la circulation de l'épidémie, mais de permettre que la vie reprenne. Parce que ce n'est plus franchement la vie. Quand on a le couvre-feu à 18h, le triptyque métro, boulot, dodo n'a jamais été aussi vrai qu'aujourd'hui. Nous ne sommes pas que des homo economicus, nous sommes des êtres sociaux, on a besoin de pouvoir se divertir, de pouvoir se cultiver. Donc il faut des alternatives. J'en pose une. Dans le plan que nous avons proposé au gouvernement, il y a l'idée d'organiser des rotations. C'est-à-dire imaginer, par exemple, par une diminution du temps de travail dans la journée, on organise des roulements pour qu'on ne soit pas tous concentrés au même endroit au même moment. Il y a des défis logistiques, mais on a des propositions à faire. Malheureusement, le Conseil de défense, qui est devenu ce gouvernement parallèle, ne regarde même pas ce que produisent les oppositions parlementaires. Rapidement, est-ce que vous vous méfiez, comme Jean-Luc Mélenchon, du vaccin ARN, du vaccin Pfizer, ou vous allez vous faire vacciner quand ce sera le moment ? Écoutez, d'abord, je ne suis pas prioritaire avec mes 30 ans. Non, mais quand ce sera le moment ? Écoutez, ce que je vois surtout, c'est que pour le moment, on manque de doses. Le vaccin, nous le disons, et Jean-Luc Mélenchon ne dit pas autre chose, fait partie de la réponse et soulève un espoir. Il dit, je ne suis pas rassuré par ce vaccin. Il y a des questions qui se posent sur le recul par rapport à l'ARN messager. Vous savez qu'on a aussi des questions sur l'efficacité, sur la transmission du virus, sur le nombre de temps où vous serez immunisé. On parle de quelques mois seulement. Ce que je vois surtout sur les vaccins, c'est que ça fait partie de la stratégie. Or, comme sur les masques et les tests, on a un problème. Il faut dénoncer le scandale Sanofi. Au printemps dernier, Emmanuel Macron était allé à Sanofi nous parler de relocalisation, de souveraineté. Que voit-on depuis ? C'est que la France n'a toujours pas son vaccin et que dans ce moment, Sanofi annonce 400 suppressions de postes dans la recherche. On va passer en France de 11 centres de recherche à seulement 3, alors qu'au printemps dernier, ils ont distribué 4 milliards de dividendes à leurs actionnaires et le gouvernement ne trouve rien à en dire. Un mot sur EDF, parce que je sais que vous vouliez en parler ce matin. Une nouvelle journée de grève a été très suivie hier contre le projet Hercule à EDF, un projet pensé par la direction pour scinder le groupe en 3 entités. Les syndicats dénoncent un démantèlement du groupe. La direction répond que ça permettra de vendre notre électricité nucléaire moins chère à nos voisins européens. Vous êtes évidemment dans le soutien des syndicats. Oui, écoutez, ce qui est en train de se passer est grave parce que ça se fait dans l'opacité la plus complète, dans des négociations entre le gouvernement et la Commission européenne. Mais pour que vos auditeurs comprennent bien, c'est finalement ce qui est en train de se passer, la fin du processus de démantèlement de l'entreprise telle que nous l'avons connue. C'est l'issue du Conseil national de la résistance, un monopole d'État qui fonctionnait, qui maîtrisait toute la chaîne de l'électricité, de la production jusqu'à la consommation, et qui a été saucissonné par les visions idéologiques de la Commission européenne qui veut imposer la concurrence quoi qu'il arrive, et ça ne fonctionne pas mieux pour autant. Donc il y a cette absurdité qui va viser à scinder le groupe, à mettre toutes les activités lucratives ouvertes au privé et à garder tout ce qui coûte le plus cher au public. C'est finalement la privatisation des profits et la socialisation des pertes. Dernière petite question. Jean-Luc Mélenchon est donc candidat à l'élection présidentielle. C'est sa 3e tentative. Il l'a annoncé en novembre. Et il a dit la semaine dernière vouloir d'autres relations avec la presse. Je le cite, que la guerre implacable menée jusque-là contre le système
système médiatique. Ça veut dire quoi? Qu'il allait trop loin dans sa guerre contre la presse? Écoutez, ça veut dire qu'on a dit des choses depuis cet été. Le climat que nous avons, l'ambiance dans le pays, les inquiétudes qu'il y a, font qu'on a besoin d'en passer d'une stratégie qui a été longtemps celle de la conflictualité, qui était nécessaire, à une stratégie dite des causes communes, c'est-à-dire de rechercher ce qui fait commun entre nous. C'est-à-dire que la présidentielle arrive et du coup les journalistes sont moins des abrutis de vermine. Il se trouve qu'on va tenter d'avoir d'autres relations avec la presse, mais d'ailleurs ça me fait rire parce que sur un discours d'1h30 où il a beaucoup été question de politique, finalement les journalistes auront essentiellement retenu ce qui concernait les relations avec la presse. Mais donc c'est l'apaisement, c'est ça qu'il faut retenir? En tout cas, l'idée c'est bien de bâtir une majorité d'adhésion dans ce pays et il y a fort à faire. Si on a commencé la campagne longtemps en avance, c'est qu'on estime que 18 mois, ça ne sera pas de trop compte tenu ce qu'il y a à faire. Merci. Donc si vous voulez nous aider, allez visiter le site noussommes-pour.fr, vous trouverez de quoi contribuer au programme et nous accompagner. En campagne. Merci et belle journée à vous. Merci Léa.